Alors, après avoir étudié le MapReduce la semaine passée avec un exemple de WordCount, donc aujourd'hui nous allons voir l'architecture Hadoop. Donc, Hadoop, c'est quoi? Donc, Hadoop, c'est un framework libre, il est en open source avec la fondation Apache. Écrit en Java, il permet de créer et distribuer ou bien il a été créé et distribué par la fondation Apache et il est destiné au traitement de données volumineuses, c'est-à-dire de l'ordre de pétaoctets au plus, ainsi qu'à leur gestion intensive, c'est-à-dire Hadoop. Madame, Oui, oui, madame, oui, je vous est-ce entends. qu'il y a le partage? Ah, pardon. Parce qu'on Oui, n'a pas le partage. oui. C'est bon, il est partagé l'écran? Oui, madame. D'accord, ok. Alors, il permet, ou bien il est destiné au traitement de données massives. Donc, c'est un outil parmi les outils de Big Data. Il est inspiré de plusieurs publications techniques rédigées par le géant Google. Donc, son objectif est de fournir un système de stockage et de traitement de données distribuées, évolutives et extensives. Donc, Hadoop, c'est un outil qui permet de stocker et de traiter des données massives qui sont distribuées, évolutives et extensives. Donc, il permet de traiter un grand nombre de types de données, y compris les données non structurées. Donc, Hadoop parallélise le traitement des données à travers de nombreux nœuds, d'accord, faisant partie d'une grappe d'ordinateurs, c'est-à-dire en utilisant un cluster ou bien des clusters. Donc, ce qui permet d'accélérer les calculs et masquer la latence des opérations d'entrée et des opérations de sortie. Donc, Hadoop contient un système de fichiers distribués fiable qui garantit la tolérance aux pannes grâce à la réplication des données. C'est le HDFS, donc Hadoop Distributed File System. Donc, ce système, d'accord, il permet ou bien il garantit la tolérance aux pannes, d'accord, en utilisant la réplication des données dans plusieurs machines. Donc, c'est un système qui appartient à Hadoop. Donc, nous avons le premier système, c'est HDFS. Donc, c'est pour Hadoop Distributed File System. Donc, c'est un système de fichiers distribués. Le framework Hadoop se base, ou bien le framework Hadoop de base se compose par les modules suivants. Donc, Hadoop, je parle ici de la version 2.0. Donc, la version, ou bien la deuxième version de Hadoop, elle contient HDFS, donc c'est un système de fichiers distribués. Il se compose par Hadoop MapReduce. Il se compose aussi par Hadoop Yarn. Donc, c'est un outil, d'accord, qui a été ajouté dans la version de Hadoop 2.0. C'est-à-dire, dans la version, ou bien dans la première version de Hadoop 1.0, donc on a seulement ces deux outils-là, donc HDFS et le MapReduce. Par contre, au niveau de Hadoop 2, donc ils ont ajouté Hadoop Yarn. Alors, pour HDFS, c'est quoi HDFS? Donc, c'est le responsable de stockage des données. Donc, il permet le stockage des données. Par contre,
Hadoop MapReduce, c'est le cœur de Hadoop qui effectue le traitement parallèle grâce à deux fonctions map et reduce qu'on a déjà vu dans la première partie de ce cours-là. Donc, il se compose de HDFS. C'est un outil qui permet de stocker les données, et MapReduce qui permet de réaliser les traitements en utilisant les deux fonctions map et reduce. Pour le troisième composant Hadoop Yarn, donc il permet la gestion des ressources du cluster. Donc ici, au niveau de Hadoop 2, donc ils ont eu des problèmes de gestion des ressources, pardon, au niveau de Hadoop 1, dans la première version, ils ont eu des problèmes de gestion des ressources, d'accord, au niveau des clusters. Donc pour cela, ils ont pensé de créer cet outil-là dans la deuxième version afin de gérer ces ressources-là. Alors, on commence par HDFS. Donc, c'est quoi HDFS? Donc, HDFS permet de pouvoir stocker les fichiers sur différents nœuds. Donc, HDFS, c'est pour le stockage. Donc, avec HDFS Hadoop, l'ensemble des disques des nœuds qui composent le cluster sont vus comme un seul disque global. C'est-à-dire que nous avons des clusters. Chaque cluster se compose par plusieurs machines. Alors, l'ensemble des disques de chaque machine, d'accord, sont vus comme un seul disque global de ce cluster-là. Donc, son intérêt est de pouvoir distribuer des blocs du fichier sur différents nœuds physiques. Donc, c'est le cœur et il gère la scalabilité des nœuds et la tolérance en panne. C'est-à-dire, la scalabilité des nœuds au niveau des clusters et la tolérance aux pannes sont gérées par le système HDFS Hadoop. Donc, au niveau architectural de HDFS, donc, il contient deux types de nœuds, c'est-à-dire au niveau d'architecture, nous avons deux types de nœuds. Donc, nous avons le premier type de nœud, c'est le type maître ou bien master, et nous avons les esclaves. Alors, nous avons les serveurs ou bien les maîtres, d'accord? Donc, on l'appelle le name node, d'accord? Nous avons aussi le name node secondaire. Donc, le name node secondaire, il fait quoi? Il remplace le name node si ce dernier tombe en panne, par exemple. Donc, le name node, en anglais, c'est le nœud master, si vous voulez, ou bien le nœud maître. D'accord? Donc, ici, nous avons une architecture réseau maître-esclave. Donc, nous avons une seule machine qui joue le rôle de maître, ou bien master, ou bien name node, d'accord? Et plusieurs machines qui jouent le rôle des esclaves. Donc, nous avons le name node, d'accord? Ce name node-là possède le name node secondaire. Son rôle, c'est il permet de prendre le rôle de name node si ce dernier tombe en panne. Et nous avons le job tracker. Donc, c'est un seul name node dans un système Hadoop. Donc, ici, dans un système Hadoop, nous avons un seul name node ou bien un seul nœud de type master. Et par contre, nous avons, ou bien on peut trouver plusieurs esclaves, d'accord, qui sont distribués dans le cluster. Il s'appelle le data node, d'accord. Et nous avons aussi, chaque data node possède le task tracker. Donc, d'une manière générale, en ce qui concerne le niveau architectural d'un HDFS, donc les machines sont décomposées ou bien sont regroupées par des clusters. Nous avons généralement une seule machine name node ou bien une seule machine master, et nous avons plusieurs machines esclaves ou bien plusieurs machines de type data node. Donc, l'exécution des tâches se fait par les task trackers, ici, c'est-à-dire par cette branche-là des data nodes,
d'accord, qui sont déployés sur chaque machine selon les instructions du job tracker. D'accord? C'est-à-dire ici, chaque data node ou bien chaque élément esclave, d'accord, il possède un élément qui s'appelle task tracker. Cet élément-là, il fait quoi? Il exécute les tâches selon l'ordre du job tracker de la machine master. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je termine. D'accord. Donc, voici une architecture. Oui? Il y a une question? D'accord. Ok, ok. Alors, voici l'architecture générale de maître esclave de la plateforme Hadoop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un client HDFS, d'accord? Nous avons une machine master, ou bien une machine maître, ou bien name node. Et nous avons plusieurs slave nodes, ou bien plusieurs machines esclaves. Ok? Alors, pour la première phase, ou bien pour la première étape, donc le client HDFS va envoyer une requête pour métadonner des fichiers système vers le name node, c'est-à-dire il veut savoir par exemple quelques informations ou bien quelques métadonnées sur un certain type de fichier. Alors, la deuxième étape, donc le name node envoie la réponse vers le client en utilisant les blocs et leur emplacement, c'est-à-dire le client envoie une requête vers le name node pour demander les métadonnées des fichiers système. Le name node envoie la réponse en utilisant des blocs et leur emplacement, c'est-à-dire il va envoyer les blocs qui contiennent les métadonnées demandées par les clients ainsi que leur emplacement dans les disques durs. Ensuite, la communication entre ce client HDFS et les esclaves, d'accord, c'est-à-dire après avoir récupéré les blocs et leur emplacement, maintenant le client va communiquer, d'accord, avec les esclaves afin de récupérer l'information demandée selon les informations envoyées par le master en ce qui concerne l'emplacement des blocs des fichiers demandés. Alors, s'il y a une mise à jour, par exemple, si un nœud esclave veut par exemple supprimer ou bien modifier ou bien ajouter quelque chose, alors ce nœud ou bien les nœuds esclaves envoient chaque 10 secondes un rapport de bloc vers le name node pour la mise à jour des métadonnées. C'est-à-dire, si par exemple un nœud esclave fait une suppression par exemple d'une information ou bien d'une métadonnée dans certains blocs ou bien dans certains emplacements, ce dernier, c'est-à-dire ce nœud, va informer le nœud master, d'accord, de cette mise à jour afin de réaliser lui-même la mise à jour de ces données-là et de donner la bonne réponse au client HDFS dans la prochaine requête. Alors, en ce qui concerne les propriétés ou bien les fonctionnalités des deux types de nœuds, donc on va commencer par le name node ou bien le nœud master. Donc, il s'exécute sur la machine master. Il se compose de fichiers et de répertoires qui contiennent les métadonnées sur la taille des fichiers, par exemple, sur les droits d'écriture, par exemple, sur le nombre de blocs et son emplacement réel, c'est-à-dire son emplacement physique. Mais il ne stocke pas les données réelles, c'est-à-dire ce nœud-là, le nœud master, ne stocke pas les données réelles. Il fait quoi? Il donne seulement les réponses sur les métadonnées des fichiers. En ce qui concerne les fonctionnalités de ce nœud-là,
Il garde en RAM les métadonnées des fichiers. Donc, il permet de garder les métadonnées des fichiers, mais il ne stocke pas les données telles qu'elles sont. C'est le responsable de la surveillance et de la gestion des data nodes. Donc, il fait la surveillance, des data nodes qui appartiennent dans le même cluster. Donc, il capture toutes les modifications apportées aux métadonnées grâce à l'envoi des messages chaque 10 secondes. Il reçoit presque chaque 3 secondes des signaux de pulsation depuis les data nodes et il exécute les opérations du système de fichiers, par exemple ouvrir, fermer, supprimer, ainsi de suite. Pour le deuxième nœud, ou bien le deuxième type de nœud, c'est le data node, ou bien les esclaves. Donc, il s'exécute sur la machine slave et stocke les données réelles sous forme de blocs de données. Alors, les esclaves permettent de stocker les données réellement sous forme de blocs, c'est-à-dire ils vont diviser un fichier sur plusieurs blocs et chaque bloc sera stocké d'une manière différente par rapport à un autre bloc. Donc, un cluster HDFS typiquement a plusieurs data nodes. Donc, j'ai déjà dit que généralement, un cluster possède un seul master ou bien un seul name node et plusieurs slave nodes ou bien plusieurs esclaves. Donc, les data nodes effectuent la création, la réplication et la suppression des blocs conformément aux instructions de master node. C'est-à-dire que si ces nœuds-là, les nœuds esclaves, peuvent réaliser la mise à jour, d'accord, sur les données avec le même grade que celui de nœud master. Donc, ils peuvent supprimer, ils peuvent modifier, ils peuvent ajouter, ainsi de suite. Ils peuvent même faire la réplication des blocs de données. Donc, le master crée le premier bloc dans un nœud esclave. Ensuite, ce dernier, c'est le responsable de la réplication de ce bloc dans un autre nœud et ainsi de suite. Donc, le nœud master, c'est lui le premier qui va créer ou bien qui va diviser un fichier et qui va créer des blocs sur des machines esclaves. Ensuite, chaque machine esclave peut réaliser la réplication de ces blocs-là dans un autre nœud esclave. Donc, toutes les 3 secondes, par défaut, d'accord, il envoie une pulsation au name node pour signaler l'intégrité du système HDFS, c'est-à-dire ce nœud master. Il va contrôler son cluster chaque 3 secondes par l'envoi d'une manière automatique des pulsations au data node. Voilà pour le HDFS. Donc, voilà le système HDFS. Donc, c'est un système qui contient 2 types de nœuds, le nœud master et le nœud esclave, d'accord, qui se trouvent dans plusieurs clusters. Donc, les nœuds sont extensibles, d'accord, c'est-à-dire on peut passer à l'échelle, c'est scalable. Chaque nœud possède certains types de fonctionnalités et de propriétés. Le deuxième composant de Hadoop, c'est le formalisme de MapReduce qui permet le traitement. Donc, nous avons HDFS qui permet de réaliser le stockage des données en utilisant les nœuds esclaves et MapReduce permet de réaliser le traitement. Donc, la deuxième étape de Hadoop, c'est le MapReduce qui est le cœur de Hadoop et qui effectue le traitement parallèle grâce aux 2 fonctions map et reduce, déjà vu dans ce cours-là. Donc, voici le logo, si vous voulez, de
de Hadoop MapReduce. Et voici le logo de Hadoop HDFS. Maintenant, nous passons au troisième outil de Hadoop, c'est Hadoop Yarn. Donc, il a été ajouté dans la deuxième version de Hadoop. Donc, c'est un planificateur et gestionnaire des ressources du cluster. Donc, la version Hadoop 1.0 ne contient pas Yarn. Elle contient seulement HDFS et MapReduce. Donc, son inconvénient est que, c'est-à-dire l'inconvénient de Hadoop 1.0 est que chaque framework de Hadoop a son propre gestionnaire de ressources et son propre planificateur. Donc, pour éviter l'ensemble des concurrences avec les autres planificateurs et gestionnaires, donc ils ont ajouté le nouveau composant Yarn dans la version Hadoop 2.0 afin d'éliminer cette concurrence entre les différents planificateurs et gestionnaires des frameworks. Donc, en ce qui concerne l'architecture de Yarn, donc Yarn est composé par deux composants. Donc, le premier composant, c'est Resource Manager et le deuxième composant, c'est le Node Manager. Pour le premier composant, Resource Manager, s'exécute sur le nœud master. C'est un gestionnaire de ressources qui connaît toutes les capacités des autres nœuds esclaves, c'est-à-dire, par exemple, la mémoire libre, le nombre des cœurs qui sont libres, ainsi de suite, via la communication avec le Node Manager, c'est-à-dire le Resource Manager communique avec Node Manager afin de récupérer les états des ressources des différentes machines en ce qui concerne la mémoire libre, le nombre de cœurs qui sont libres, ainsi de suite. Ensuite, le Node Manager s'exécute sur chaque nœud esclave. Donc, nous avons Resource Manager qui sera exécuté sur le nœud master et le Node Manager qui sera exécuté sur chaque nœud esclave de notre cluster. Maintenant, comment Resource Manager gère ces ressources-là? Alors, lorsqu'une application souhaite s'exécuter, le client HDFS lance application master qui va négocier ensuite avec Resource Manager pour obtenir des ressources dans le cluster sous la forme des conteneurs, c'est container en anglais. C'est-à-dire, l'information retournée va être sous forme de conteneur. Donc, ces ressources sont effectuées ou bien sont affectées à des conteneurs sur chaque nœud. Ensuite, les tâches sont ensuite exécutées dans des conteneurs. Maintenant, le conteneur, voilà un schéma général, si vous voulez, sur le va-et-vient, d'accord, entre le nœud master et les nœuds esclaves, où dans un nœud master, on trouve Resource Manager, et dans les nœuds esclaves, on trouve Node Manager, d'accord? Et nous avons les conteneurs qui contient l'information ou bien la ressource demandée ou bien les états des ressources demandées. Donc, un conteneur, c'est quoi? Un conteneur représente les CPU ou bien les cœurs et la mémoire allouée sur un seul nœud à utiliser pour exécuter des tâches et des processus. C'est-à-dire, un conteneur, il contient quoi? Il contient l'état des CPU et l'état des mémoires ou bien de la mémoire d'un nœud donné afin de savoir, par exemple, si je pourrais utiliser ou bien si je pourrais allouer un certain espace mémoire d'une certaine machine. Donc, les conteneurs sont supervisés par Node Manager et planifiés par Resource Manager. Exemple d'un conteneur, donc nous avons par exemple un conteneur qui contient un cœur et 4 gigaoctets de RAM. Par exemple, nous avons un autre conteneur qui contient 2 cœurs libres, ici gigaoctets de RAM libre, ainsi de suite. Donc, un conteneur contient le nombre de cœurs ou bien le nombre de CPU ainsi que la taille de mémoire allouée.
Donc, nous avons certains conteneurs qui sont affectés à map, d'accord, et d'autres conteneurs qui seront affectés à reduce afin de réaliser le traitement demandé. Donc, tout cela est coordonné par application master en collaboration avec la partie ressources manager de Hadoop Yarn. Donc voilà, en ce qui concerne Hadoop Yarn, donc c'est un outil qui a été créé dans la version ou bien dans la deuxième version de Hadoop et qui permet de gérer les ressources des machines. Nous passons maintenant à l'écosystème Hadoop. Donc voici l'écosystème Hadoop, d'accord, qui est constitué, si vous voulez, par plusieurs outils. Donc, à la base, nous avons HDFS, d'accord. Donc, c'est un outil qui permet de stocker la donnée. Nous avons également Yarn, d'accord, qui a été créé dans la deuxième version de Hadoop, ou bien Yarn MapReduce, qui permet de gérer les ressources. Nous avons plusieurs outils, tels que OSI, Pig, Mahout, Hive, ainsi de suite. Donc, on va voir la définition de chaque outil parmi ces outils-là. Donc, nous allons commencer par le cœur de Hadoop. Donc, le cœur, c'est HDFS, Yarn et MapReduce. Donc, pour HDFS, donc c'est la partie stockage qui permet de voir un ensemble de nœuds comme un espace de stockage unique, c'est-à-dire nous avons un cluster qui contient plusieurs machines, mais le stockage sera fait dans l'ensemble des disques durs de différentes machines. Nous avons aussi Yarn, d'accord? Donc c'est la partie traitement qu'il se peut remplacer par Spark. Donc, on va voir c'est quoi Spark. Donc, c'est un outil qui est beaucoup plus rapide que Yarn MapReduce ou bien que MapReduce. Donc, nous pouvons remplacer Spark par MapReduce. La deuxième partie des outils, c'est cette partie-là qui sera interagir directement avec Yarn. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Pig, l'outil Pig. Donc, Pig permet d'exécuter des jobs MapReduce ou bien des jobs de type MapReduce en utilisant un langage de scripting. Donc, on utilise un code, d'accord, afin d'exécuter des jobs MapReduce. Nous avons l'outil Hive. Donc, Hive, c'est quoi? Donc, c'est un outil qui permet d'utiliser Hadoop pour le billet des requêtes de type HiveQL. Donc, HiveQL, c'est un langage très proche à SQL qui permet de construire un modèle relationnel basé sur les données et stocké sur HDFS. Nous avons également l'outil OSI. Donc, c'est un outil d'ordonnancement du job de type Hadoop qui vous, ou bien, par exemple, si vous avez des traitements à réaliser, donc OSI permet de vous ordonner ces jobs-là, ou vous pouvez aussi utiliser, ou bien vous pouvez aussi ordonner les jobs de type Spark en utilisant l'outil OSI. Mahout, donc Mahout. Donc, Mahout, c'est une bibliothèque, d'accord? C'est une bibliothèque de machine learning. Donc, c'est une bibliothèque qui contient des fonctions de machine learning ou bien de l'apprentissage automatique qu'on peut l'utiliser dans un système Hadoop. Donc, nous pouvons importer cette bibliothèque qui contient les fonctions de machine learning afin de réaliser des programmes de type apprentissage automatique. Nous avons aussi l'outil R Connector. Donc, c'est un outil qui permet de fournir des statistiques ou bien qui permet d'utiliser ou bien qui permet de visualiser vos données
à des fins statistiques. Nous avons, pour ces outils-là, qui sont là, donc depuis OSI jusqu'à Hive, donc ce sont des outils, regardez, qui ont une relation directe avec Yarn. Donc nous pouvons les intégrer depuis Yarn. Donc ce sont les outils qui permettent d'interagir avec la partie traitement et la partie stockage. C'est-à-dire que ces outils-là peuvent interagir dans le stockage, par exemple Hive, et dans le traitement, par exemple Mahout, par exemple R Connectors, ainsi de suite. Le troisième type des outils qu'on peut trouver dans l'écosystème Hadoop, donc nous avons les outils qui permettent d'accéder directement à HDFS, c'est-à-dire ils vont directement utiliser le HDFS sans passer par le Yarn. Donc nous avons HBase, donc voici le logo de cet outil-là, donc HBase. Donc c'est une base de données NoSQL et distribuée. Elle permet de travailler directement sur la couche HDFS à partir de HBase. On peut attaquer des fichiers stockés au niveau du HDFS Hadoop. C'est-à-dire que cet outil-là permet de traiter ou bien de travailler d'une manière directe sur les fichiers stockés dans HDFS. Nous avons aussi les outils qui permettent d'exporter et d'importer des données à partir de SGBD relationnels. Donc voici ces outils-là. Alors, nous avons Scope et nous avons Flamme. Donc, pour Scope, donc c'est un outil qui permet l'écriture ou bien la lecture et l'écriture à partir de bases de données externes. Donc, nous pouvons écrire et nous pouvons lire à partir d'une base de données externe en utilisant cet outil-là. Donc, il permet l'écriture et la lecture. Nous avons aussi l'outil Flamme. Donc, c'est un outil qui permet d'injecter un gros volume de données en temps réel dans le système HDFS pour ensuite appliquer des traitements du type MapReduce ou bien de type Spark sur la partie de stockage en utilisant des outils tels que l'outil Hive ou bien l'outil Pig. Comme dernière partie de l'écosystème Hadoop, donc nous avons les outils qui permettent la gestion et l'administration de l'écosystème. Donc c'est Zookeeper, donc voici. Donc il permet la coordination, si vous voulez, entre les différents outils de l'écosystème Hadoop. Donc c'est un outil de coordination qui permet de fournir un service centralisé pour maintenir de sa formation, de configuration ou bien de synchronisation distribuée dans votre système. Donc voilà pour l'écosystème Hadoop. Donc l'écosystème Hadoop, c'est un ensemble d'outils, d'accord, qui permet de se connecter entre eux afin de réaliser le traitement demandé. Maintenant, en ce qui concerne Spark, donc si vous voulez, Spark, ce n'est pas un concurrent de Hadoop, mais plutôt c'est un complément de Hadoop. Donc, depuis sa création, Hadoop est devenu une technologie importante pour le Big Data. Donc, une des principales raisons de ce succès est sa capacité à gérer d'énormes quantités de données, quel que soit leur type, que ce soit structuré, semi-structuré ou bien non structuré. Toutefois, les utilisateurs ont été systématiquement plaignants du problème de la latence élevée avec Hadoop MapReduce, c'est-à-dire
S'il s'agit de vraiment gros volume de données, donc on remarque une certaine latence élevée en ce qui concerne l'utilisation de Hadoop MapReduce. Indiquons que la réponse en mode batch pour toutes ces applications en temps réel est très douloureuse quand il s'agit de données de traitement et d'analyse. Donc, c'est l'un des inconvénients, si vous voulez, de Hadoop MapReduce, c'est la latence de réponse ou bien de traitement et d'analyse s'il s'agit de données très volumineuses. Donc, pour cela, Spark a été développé, si vous voulez. Donc, c'est quoi Spark? Donc, Spark, c'est un cluster de calcul rapide ou bien très rapide, développé par les contributions de près de 250 développeurs pour faire l'analyse de données plus rapide et plus facile à écrire. Donc, Spark a commencé en 2009 comme un projet de recherche. Les chercheurs en laboratoire avaient déjà travaillé sur Hadoop MapReduce et ont observé que MapReduce était inefficace pour des emplois informatiques interactifs et interactifs. Donc, vraiment, s'il s'agit de traitement ou bien d'analyse interactive et qui demande beaucoup de données, alors Hadoop MapReduce, c'est une solution lente par rapport à Spark. Donc, Spark exécute la totalité des opérations d'analyse de données en mémoire en temps réel. Il s'appuie sur des disques seulement lorsque sa mémoire n'est plus suffisante. À l'inverse, avec Hadoop, donc les données sont écrites sur le disque après chaque opération. Donc, ce travail en mémoire de Spark permet de réduire les temps de latence entre les traitements, ce qui explique une telle rapidité. Donc, si vous voulez, l'astuce ou bien la clé de Spark, c'est parce qu'il exécute la totalité des opérations d'analyse de données en mémoire et en temps réel. Donc, c'est ça vraiment la différence la plus remarquable entre Spark et Hadoop et qui permet de réaliser des traitements dans un temps plus rapide par rapport à MapReduce. Donc, Spark a été conçu pour être rapide pour les requêtes interactives et les algorithmes itératifs, apportant des idées comme le support de stockage en mémoire et la récupération efficace des fautes. Donc, le document de recherche ont été publiés à propos de Spark à des conférences universitaires et peu de temps après sa création en 2009, il était déjà de 10, par exemple, à 100 fois plus vite que MapReduce pour certains emplois où nous utilisons des gros volumes de données. Donc, Spark peut remplacer MapReduce dans certains cas. Donc, la différence est que Spark utilise la mémoire, d'accord, pour réaliser les traitements. Donc, il est plus rapide par rapport à MapReduce. Donc, Spark étant le modèle MapReduce pour soutenir efficacement plusieurs types de calculs, y compris le traitement itératif, donc les requêtes interactives et le traitement de flux. Enfin, Spark, c'est un framework pour les futures grandes applications de données qui peuvent nécessiter des requêtes de faible latence, calcul itératif, traitement en temps réel, algorithme d'apprentissage grâce à la bibliothèque d'apprentissage Machine Learning Lib ou bien MLlib. Donc, MLlib, c'est une bibliothèque qui contient des fonctionnalités d'apprentissage automatique qui a été intégrée dans Spark. Donc, MLlib fournit plusieurs types d'algorithmes d'apprentissage, notamment la classification, la régression, le regroupement et le filtrage collaboratif, ainsi que l'appui des fonctionnalités
telles que l'évaluation du modèle, l'importation de données, ainsi de suite. Mais dans Hadoop, nous avons déjà vu qu'on a la bibliothèque Mahout aussi, qui permet de réaliser des algorithmes d'apprentissage automatique sous Hadoop MapReduce. J'arrive s'il vous plaît.
est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? D'accord, je m'excuse. Donc, pour Hadoop ou bien pour Hive, donc Hive il a été développé par Facebook, puis Apache Software Foundation l'a repris et l'a développé en tant que open source, d'accord, sous le nom Apache Hive. Donc c'est un logiciel ou bien c'est un système d'entrepôt de données, de data warehouse. Donc il est open source, permettant de traiter des données structurées et semi-structurées dans Hadoop. Donc il faut savoir que Hive n'est pas une base de données relationnelle, n'est pas un logiciel pour le traitement des transactions online, c'est-à-dire n'est pas un logiciel OLTP, et n'est pas un langage pour les requêtes en temps réel. En fait, Hive c'est quoi? Donc il stocke le schéma dans une base de données relationnelle et les données traitées dans le HDFS. Donc il est conçu pour OLAP et n'est pas conçu pour OLTP, et il fournit un langage de type SQL appelé HiveQL ou bien HQL, d'accord, pour les requêtes Hadoop. Voilà, nous avons terminé ce cours-là. J'aimerais bien savoir si vous avez des questions. Donc, c'est clair ce que nous avons vu? Très bien. Alors, je vous remercie. Pardon? Madame, Oui? juste pour le rapport du projet, Oui? est-ce qu'on doit m'envoyer par email Oui, par email. Par email. Donc, vous mentionnez... Pardon? avant la Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc, vous mentionnez le nom de chaque binôme, d'accord? Nom, prénom et matricule de chaque binôme. OK? Oui, aussi pour Oui. l'examen. Oui.